Bonjour, bienvenue dans Fastback. Oui, c'est le grand jour, c'est la première. Donc Fastback, l'émission qui traite de l'automobile sous toutes ses formes. Et pour cette première émission, eh bien, on parlera d'actualité, on parlera de cinéma, on parlera de photos également. Et bien sûr, nous aurons un essai. Pas n'importe quelle voiture, une voiture politiquement correcte. Enfin, pas tout à fait, mais je vous en dis pas plus. Allez, on perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Fastback numéro 1, c'est parti. Voilà, Fastback, c'est la première, c'est parti. Mais avant toute chose, évidemment, comme on arrive sur les réseaux sociaux, on va vous demander de liker, mais surtout de vous abonner. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Donc si vous nous ratez, c'est que vous l'avez fait exprès. Bon, on perd pas trop de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Fastback, c'est parti et on commence par les news. Il y a quelques semaines, s'est tenu le salon automobile de Lyon et la tendance, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien c'est clairement sur tout électrique et toute hybridation à tel point que sur les stands, eh bien on comptait sur les doigts d'une main les modèles exposés à moteur thermique. On a vu une avant-première chez Honda, notamment avec l'exposition pour la première fois au public de la nouvelle Civic hybride qui arrivera au deuxième semestre 2022. Et puis sur les grands constructeurs, les premiums, bien évidemment chez Mercedes, des modèles emblématiques comme les EQB, les EQS, et chez BMW qui était un petit peu à la traîne mais qui depuis quelques temps rattrape son retard sur sa concurrence. On a retrouvé des voitures très sympas en électrique, mais ça on vous en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Tiens, puisqu'on est à Lyon, on y reste, puisque depuis le 1er avril, eh bien, la capitale des Gaunes a institué la vitesse limite de 30 km/h dans sa cité. C'était applicable à partir du 1er avril. Il y a eu de la prévention jusqu'à la fin du mois et depuis quelques jours, puisque nous sommes au mois de mai, eh bien maintenant, les forces de police pourront verbaliser. Donc attention, pensez bien à réduire votre vitesse quand vous êtes dans les rues de Lyon. On passe aux chiffres du jour. 82%. 82% de quoi, allez-vous me dire? Eh bien, 82% des véhicules neufs vendus en 2021 ont été financés par un leasing et non plus un crédit. Clairement, le leasing est en train de prendre le pas sur les méthodes de vente traditionnelles. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que ça permet aux constructeurs de fidéliser sa clientèle. Il faut savoir qu'en France, un utilisateur de voiture garde son véhicule en moyenne 9 ans. Donc avec un leasing, ça permet évidemment de ramener la clientèle en concession beaucoup plus rapidement puisque vous le savez, les leasings s'étalent généralement entre 3 et 5 ans maximum. Donc voilà, 82% des voitures financées en 2021 l'ont été à travers un leasing. On passe au tableau d'honneur de cette première émission de Fastback avec les chiffres des ventes de véhicules neufs au mois d'avril 2022. Et le top 3, eh bien ça va peut-être pas vous surprendre, ce sont des citadines. Et ce top 3, il est composé de la Peugeot 208, de la Citroën C3 et de la Renault Clio. Oui, Cocorico, 3 françaises aux 3 premières places. On va utiliser cette émission pour féliciter, entre guillemets, cet utilisateur qui a été radarisé à 121 km/h au guidon, tenez-vous bien, d'un cyclomoteur Peugeot 103. Je vous le rappelle, ce sont des 49,9 cm3 limités à 45 km/h par construction. Donc j'aurais bien voulu être à la place des gendarmes lorsqu'ils l'ont intercepté. Bon, malheureusement, le retrait de points, la suspension de permis, la convocation au tribunal, pas certain qu'il soit prêt à sourire, ce garagiste, parce que c'était un garagiste. En revanche, je pense que si vous êtes dans la région et que vous avez des cyclos à préparer ou des voitures à confier à un expert, je pense que vous avez trouvé la bonne adresse. Audi arrête le diesel, pas en France, mais aux Pays-Bas. En 2021, seulement 1% des véhicules Audi vendus aux Pays-Bas étaient des véhicules diesel.
De fait, eh bien, la marque aux 4 anneaux a décidé d'interrompre son programme. Rappelons quand même que la marque d'Ingolstadt s'était engagée à l'horizon 2026 d'arrêter toute production de moteurs thermiques. On n'en est pas encore là, mais on s'en rapproche. Nous sommes au mois de mai 2022. Eh bien, sachez que depuis le 1er mai, tout véhicule neuf sortant d'une chaîne d'assemblage doit être obligatoirement équipé d'une boîte noire. Une boîte noire qui fonctionnera un peu à l'image de ce qu'on connaît en aviation. Lors d'un accident, elle sera étudiée pour connaître la vitesse du véhicule, la force d'impact s'il y a un choc, si les passagers et le conducteur étaient bien attachés avec leur ceinture de sécurité, les coordonnées GPS. Tout ça donnera une banque de données immense afin d'étudier les différents cas pour pouvoir ensuite interagir peut-être sur le réseau, peut-être sur les automobiles. Mais sachez-le, en 2022, les boîtes noires arrivent sur les voitures neuves et en 2024, ça s'étendra aux voitures d'occasion. Contrairement à la i3 ou plus récemment la lignée iX, la BMW i4 M50 n'est pas une voiture 100% électrique. Enfin, je veux dire qu'elle n'a pas été pensée à l'origine comme une voiture électrique. Et non, sous ses lignes racées, elle ne peut cacher sa filiation et vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de la série 4 Grand Coupé du constructeur bavarois. Personnellement, je trouve ça plutôt pas mal et cette i4 a une vraie personnalité et surtout pas un pédigré électrique comme on le retrouve trop souvent chez les différents constructeurs. Déclinée en deux versions, cette i4 propose une première, la iDrive 40, qui développe 340 chevaux environ, et cette M50, qui nous intéresse donc aujourd'hui, dont la puissance grimpe à 544 chevaux grâce à l'adjonction d'un second moteur électrique sur le train avant. Et oui, la i4 M50 est une intégrale qui de plus se veut sportive. Je ne sais pas vous, mais moi côté esthétique, je trouve que cette i4 M50 fait plutôt le job. Même la calandre avec ce double haricot hyper présent qui a tant fait parler au début du lancement de cette nouvelle série 4 Grand Coupé fait le job. Et si on ne regarde pas les écussons BMW badgés bleu, eh bien on ne sait pas qu'on est en présence d'un modèle électrique. Franchement, cette face avant, elle a du chien. À l'arrière, même constat, ces formes sont très anguleuses, on pourrait presque dire taillées un petit peu à la serpe, et évidemment le petit béquet rajoute la note de sportivité, et puis cette i4 M50 est la première électrique BMW signée par le département Motorsport. Et sachez que l'essieu arrière, outre des suspensions pilotées, est monté sur un système d'amortissement pneumatique. Les galettes autour des jantes de 19 pouces, ce sont des Pirelli P0 en 285 mm de largeur. Croyez-moi, ça tient bien au sol, ça colle bien à la route et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que même en 19 pouces, cette i4 M50, elle reste très confortable. L'habitacle, on va pas s'y attarder énormément parce que sachez qu'il est en tout point comparable à celui d'une série 4 Grand Coupé, excepté, bien évidemment, il faut une exception, ce bloc compteur, cette dalle numérique avec deux écrans bien distincts, 12,3 pouces pour les compteurs, 14,9 pour tout ce qui est le système d'infotainment et de navigation. C'est clair, c'est lisible, c'est fonctionnel et en tout cas c'est un petit peu moins déroutant que la seule tablette centrale d'une Tesla Model 3 par exemple. Idem côté qualité de finition et de réalisation, on est chez BMW donc sachez-le, la qualité des matériaux employés, les ajustements, les détails de finition, tout ça est dans la très haute moyenne de réalisation normale, on est sur quand même un créneau haut de gamme. Logées sous le plancher, les batteries permettent d'abaisser le centre de gravité au maximum. La i4 n'est pas pour autant légère et vive, car dans les placements, au demeurant précis, on sent bien les 2,2 tonnes de la bête. Côté puissance, ça pousse fort, autant qu'une M4 compétition, puisque le 0 à 100 est expédié en 3,9 secondes. Si elle est rigoureuse, mais aussi très confortable à rouler, cette i4 M50 est plutôt gourmande. Lors de mon essai, la moyenne s'est stabilisée autour des 22-23 kW. On pouvait s'attendre à mieux avec sa batterie de 83,9 kW, mais voilà, le poids ma bonne dame, le poids. Heureusement, le temps de charge est maîtrisé avec des valeurs très correctes, que ce soit pour une extra charge ou pour une recharge jusqu'à 80%. Proposé à partir de 59 700 € en version iDrive 40 et 71 650 € en M50, la i4 se place assez nettement au-dessus des tarifs de la Tesla Model 3, son unique concurrente à l'heure actuelle. Je vous rassure,
Mercedes et Audi ne devraient pas tarder à venir contrer cette i4. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au terme de cet essai, cette plongée dans le monde de l'électrique a été vraiment très sympa. Voilà, c'était donc l'essai de ce Fastback numéro 1. Je vous rassure, dès le prochain numéro, on changera radicalement d'univers, mais je vous en dis pas plus. On se retrouvera pour ça d'ici une quinzaine de jours. Allez, on change de rubrique maintenant. On passe à Drive-In. Drive-In, vous voyez un petit peu le concept. C'était les années 50, les années 60, les voitures, le cinéma. Et ben, ça tombe bien, c'est deux univers parallèles qu'Adrian Martini vous propose de découvrir. Et dans cette première émission, eh bien, on va parler de BMW au cinéma. Pour ce premier numéro de Fastback, parlons un peu de BMW au cinéma. La marque a toujours été très proche du 7e art jusqu'à présenter en début d'année un concept d'écran cinéma immersif 8K à l'arrière d'un véhicule. L'idée est géniale. Vous inclinez les sièges et un énorme écran de 31 pouces au format cinémascope descend du plafond. Et pour accompagner l'expérience, BMW s'est associé au compositeur de musique Hans Zimmer pour reproduire une expérience sonore digne d'une énorme salle de cinéma. J'imagine déjà les soirées façon drive-in avec un peu de popcorn et hop, on est au cinoche. Mais comment parler de BMW au cinéma sans penser à certains films marquants ? Je vous conseille Locke de Steven Knight avec Tom Hardy. Ils l'ont fait. Un huis clos dans une voiture. L'histoire d'un homme qui rentre chez lui le soir après une dure journée de boulot, qui reçoit un coup de fil qui fait basculer toute sa vie. Tout en restant au volant de sa BMW X5. Une petite pépite ce film, et si vous l'avez déjà vu, vous donnez votre avis dans les commentaires. Mais BMW au cinéma, c'est aussi une saga mythique, des missions impossibles avec Tom Cruise et toute sa bande. Depuis l'épisode 4, Protocole Fantôme, on n'y échappe pas. De la concept car i8 en passant par une vieille série 5, une M3 qui se fait littéralement pulvériser et une M5 commandée comme une GoPro à distance, sans parler des motos, la 90 pour nos amis motards, la saga Mission Impossible amène directement les BMW sur le tapis rouge des grandes bagnoles au cinéma. D'ailleurs, on le sait déjà, BMW sera de retour avec Tom Cruise au volant dans le prochain Mission Impossible qui sort l'année prochaine au mois de juillet. Mais ce n'est pas la première saga à s'intéresser à BMW, souvenez-vous de l'agence 007. Alors oui, il y a eu la Z3 de GoldenEye qui l'échange pour une Z8 un peu plus tard, mais surtout la BMW 750 customisée par Q qui embarque mitraillette, lance-roquette, clim automatique et 2-3 options introuvables au catalogue de BM. Et puis tiens, pendant qu'on y est, elle peut aussi être commandée par un smartphone comme dans Mission Impossible. À croire que c'est une option que BMW souhaiterait voir arriver un jour. Mais bon, les gadgets c'est cool, mais en vrai, on a tous secrètement la même envie. Débarquer dans un concessionnaire BMW comme Vincent Cassel qui interprète Jacques Messrine dans le film de Jean-François Richet. Bienvenue chez BMW. Laissez-moi vous présenter le dernier... Ça va, je veux ça. On passe maintenant à la rubrique suivante de Fastback, le photomaton. Photomato, A-U-T-O pour photo. Parce que aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un personnage, d'un photographe automobile dont vous avez forcément croisé un cliché ou entendu le nom, à savoir Dingo. Alors, qui est Dingo ? Comment lui est venue cette passion ? Est-ce que c'est une vocation ? Tout simplement, je vous propose de regarder le sujet. On est allé à sa rencontre et vous allez voir que derrière chaque photo, il y a une histoire. Dingo, merci de nous recevoir. La première question, c'est que tout le monde te connaît sous le nom de Dingo, mais ton prénom ? Alors, mon vrai prénom, très peu de gens le connaissent, c'est Dominique. Mais c'est vrai que depuis que j'ai 12 ans, tout le monde m'appelle Dingo. Alors, justement, Dingo, dans le monde de la photo, c'est un nom qui résonne. Mais ce monde de la photo, cet univers de la photo, qui est arrivé comment ? Une vocation tardive, une vocation précoce ? Comment ça s'est passé ? C'était même avant les premiers boutons, puisqu'en fait, depuis toujours, j'étais à l'école et j'ai toujours rêvé d'être photographe de voitures. Et c'était une vraie vocation. Mes parents voulaient que je fasse des études, je voulais pas. Je n'écoutais rien à l'école. Je savais que j'allais être photographe depuis tout le temps. Tes débuts, tes premières photos, est-ce que c'est tout de suite le Dingo qu'on connaît et qu'on a connu comme ça, ou est-ce que ce sont des photos traditionnelles ? Ça n'a jamais été traditionnel. Donc on fait un raccourci. Non, j'ai toujours été décalé, différent. Ça a toujours été dans ma fonction. Mais simplement, ma première photo professionnelle, je me souviens, je roulais en voiture américaine à l'époque et on faisait une concentration à la Concorde. Tout le monde se retrouvait le vendredi soir et un soir j'ai un type qui vient me voir et qui me dit j'aime bien votre voiture, tout ça, on pourrait faire des photos, tout ça. Je dis oui. Et puis je lui montre ce que je faisais en photo. Et il me dit ça serait génial, on monte un magazine. Venez nous voir à la rédaction. Donc j'ai évidemment le lundi matin pétante, je suis dans la rédaction et le type me dit écoutez, on lance ce magazine qui donc s'appelait Auto Loisirs à l'époque et on voudrait illustrer
une photo sur les Français qui partent en vacances. Alors là, j'ai tout donné parce que je savais que c'était la chance de ma vie. Parce que à l'époque, il y avait pas les places étaient chères, il y avait beaucoup moins de magazines et de médias que maintenant. Donc je me suis donné à fond pour cette photo. Alors la photo, on la voit actuellement. Cette photo, elle est créée vraiment de toutes pièces. Est-ce que tu peux nous expliquer son histoire ? Je me suis souvent inspiré d'histoires réelles, de voir des gens qui, dans des conditions comme au bord de l'autoroute, font des trucs qu'on s'attend pas de voir. Et j'ai vu un jour, en voyageant, des gens qui s'étaient arrêtés sur la voie d'arrêt d'urgence et qui pique-niquaient. Et j'ai dit, je vais reconstituer ça. Et donc, j'avais des soucis parce qu'évidemment, il y avait zéro budget et que le magazine, ça n'a pas changé. Mais à l'époque, c'était encore pire. Et on avait emprunté des quilles de balisage sur une voirie de banlieue. Et j'ai fermé l'autoroute A6, la jonction qui était entre la 86 et la 6, j'ai fermé ça à 5h du mat. J'ai fait une déviation, ce qui fait que tous les gens partaient ailleurs, et pensant que c'était des vrais travaux, pour pouvoir faire ma photo tranquillement. Alors, on a fait cette photo, on a bien rigolé, on a remballé. Malheureusement, des gens étaient venus nous voir, se demander ce qu'on faisait là. Il y en a une des personnes qui a pris l'immatriculation d'une des voitures. Et c'était la mienne, et j'étais convoqué, et on m'a mis en garde à vue de longues heures, mais tout le monde a rigolé à la fin, on m'a laissé partir, mais c'était ma première photo, et je me suis donné la peine de la faire dans les règles que je voulais, enfin dans les exigences que j'avais pour la faire. Et là, entre guillemets, le style dingo était lancé. Et c'est devenu ta marque de fabrique. Et là, c'était une double page, et je me souviens très bien, c'était le numéro 1 ou 2 du magazine, ils ont reçu du courrier, ils ont dit c'est génial, et puis ainsi de suite, je suis rentré, on m'a donné une place de photographe, et j'ai mis mon empreinte partout où j'ai été après. Merci Dingo. Alors moi, ce que je te propose et ce que je propose évidemment aux téléspectateurs de Fastback, eh bien, c'est que sur chaque émission, eh bien, on retrouve Dingo qui nous racontera l'histoire derrière un cliché. Vous verrez, il y a beaucoup d'anecdotes. Voilà, on arrive au terme de cette première émission de Fastback. On espère qu'elle vous a plu. Donc n'oubliez pas, vous savez ce que vous avez à faire, vous vous abonnez, vous likez. Et nous, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un numéro 2 qui sera radicalement différent.